Après le domaine de l'urbanisme, le domaine de la sécurité, on va passer à ce domaine que beaucoup de personnes attendent, c'est les finances. Alors les finances, c'est souvent on dit le nerf de la guerre, et quand nous sommes arrivés, nous avons été confrontés quand même à une situation assez délicate, pour ne pas dire extrêmement difficile. On avait un endettement fort. Alors l'ancienne majorité avait choisi de ne rembourser que par le simple mécanisme des échéances, c'est-à-dire régulièrement toujours la même somme, comme vous remboursez votre emprunt pour votre maison. On s'est retrouvé aussi avec une capacité d'autofinancement net nulle, et puis des charges élevées. Alors, l'audit, on a donc fait réaliser un audit, l'audit indépendant qui a été réalisé par le cabinet Mazars, et dont va vous parler Pascal Hervier, nous a révélé que Louvciennes serait en déficit de fonctionnement en 2017. Alors, si l'on continuait sur la même pente de gestion que celle des années passées. Alors, il faut savoir qu'une collectivité, une mairie, ne peut pas être en déficit de son budget de fonctionnement. Et si nous sommes en déficit, eh bien c'est l'État qui nous met sous tutelle par l'intermédiaire du préfet, donc vous voyez la perspective. Alors, pour éviter donc d'en arriver à cette situation-là, eh bien il faut qu'on soit extrêmement prudent. Alors, je vais céder la parole à Pascal Hervier, qui était notre maire adjoint en charge des finances, et qui a toujours veillé à ce qu'il n'y ait pas d'excès qui soit fait. Chaque fois que conseil au bureau, l'un des conseillers ou l'un des maires disait « Ah, moi je voudrais faire ça », Pascal a toujours veillé, et on peut lui faire confiance avec sa petite clochette. Merci Pascal, alors explique-nous l'audit. Bonsoir. Bon, ça déjà pas le coup, là. Donc quand nous sommes arrivés, notre première question était de se dire dans quel état sont les finances de la commune. Alors, faire un audit de début de mandat, c'est quelque chose de très classique. La bonne nouvelle ici, c'est que l'ancienne majorité et donc la nouvelle opposition étaient demandeurs aussi. Donc cet audit a été lancé. Alors on va parler en premier lieu, rappeler un petit peu quel est le calendrier qui a été suivi et quelle était la procédure qui a été suivie. Donc la demande a été faite et donc très peu de temps après notre élection, nous avons procédé à l'écriture d'un cahier des charges. Et c'est quelque chose qui a été fait au mois de juin. Et ce cahier des charges a été envoyé à 9 cabinets d'audit. 9 cabinets d'audit qui étaient connus et qui avaient les compétences et la réputation de savoir faire des audits de début de mandat. Là, ces différents cabinets étaient indiqués soit par des gens de notre liste qui connaissaient ce type d'audit, soit en effet par l'équipe de la mairie, en particulier Dominique Parizeau, qui a pu nous donner aussi un certain nombre de noms. Ensuite, donc, on a laissé un certain temps à ces cabinets pour nous répondre, et nous avons sollicité la commission d'appel d'offres, qui était donc présidée par Pascal Leprêtre, membre de l'opposition, pour le choix de ce cabinet. Et donc, le choix s'est fait le 8 juillet dernier, où la commission d'appel d'offres a choisi le cabinet Mazars, qui est un grand cabinet d'audit et qui est réputé pour ses compétences et sa neutralité. Donc, le cabinet Mazars a travaillé pendant les 2-3 mois qui ont suivi, c'est-à-dire de juillet à octobre, pour rencontrer exclusivement du personnel de la mairie et n'a jamais rencontré qui que ce soit de politique, que ce soit de la majorité actuelle ou de l'opposition. C'était vraiment, là, de leur part, une volonté très nette de manière à garder une neutralité la plus totale par rapport à leur audit et de raisonner sur des faits, sur des données, sur des chiffres, sur des entretiens qu'ils ont pu avoir avec le personnel commun. Alors, quels ont été... Là, le résultat a été présenté le 22 octobre au comité de pilotage. Alors, pour votre information, le comité de pilotage était composé du maire, donc Pierre-François Viard, de Dominique Parizeau, directrice générale des services, et moi-même, maire adjoint en finance. Derrière, j'ai présenté ce rapport à la commission des finances le 13 novembre, pour finir par une présentation le 18 novembre en conseil municipal. Alors,
Que disait cet audit? En fait, il était composé de 3 parties. Enfin, de 2 parties plus exactement. Mais la première partie, qui était divisée en 2, concernait en fait le bilan de on va dire, de la mandature précédente, parce que c'était la période 2008 à 2013. Et dans cette partie, il y avait 2 analyses. Il y avait à la fois une analyse des frais de fonctionnement et également, en deuxième lieu, une analyse des investissements. Et la dernière partie, qui était probablement la plus importante, c'est une certaine prospective pour les années 2014, 2017 et au-delà. Alors, qu'est-ce qui a été dit sur la situation financière de Lucienne à fin 2013? Alors, en premier lieu, en fonctionnement. Et là, Pierre-François l'a dit tout à l'heure, nous avons un endettement très élevé. C'est sûr, l'endettement a été réduit pendant le mandat précédent. J'en parlerai en investissement. Mais un endettement très important. En deuxième lieu, des indicateurs financiers classiques. L'excédent brut de fonctionnement, la capacité d'autofinancement brut et la capacité d'autofinancement net qui représentent le pouvoir et la possibilité à une commune de pouvoir investir dans les années à venir. Et ça, ces différents indicateurs financiers n'étaient pas très bons et en tout cas étaient inférieurs aux moyennes, ces moyennes étant soit de la région Île-de-France, soit de l'ensemble des communes de taille similaire à celle de Lucienne. Ensuite, a soulevé qu'il y avait des charges de fonctionnement qui étaient très élevées et qui étaient nettement supérieures, là encore, aux communes similaires d'Île-de-France. Alors, ces charges de fonctionnement, certes, là-dessus, ils ont pu noter qu'il y avait eu une certaine diminution et qu'il y avait eu un effort de gestion pendant la période précédente. Mais ces efforts de gestion ont été des efforts essentiellement sur les économies faciles. C'est les économies qu'on peut faire quand chacun va chercher à faire un minimum d'économies par rapport à son budget. C'est-à-dire, on regarde quelles sont les économies qu'on peut faire sur les achats, quelles sont les économies qu'on peut faire sur telle prestation, quelles sont les économies qu'on peut faire sur, un petit peu sur tout, sur la renégociation qu'on peut avoir de tous les contrats. C'est indispensable, certes, et c'est très bien de l'avoir fait, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'on se retrouve toujours avec des indicateurs financiers inférieurs à ceux de la moyenne. Et ces indicateurs financiers, et en particulier la capacité d'autofinancement brut ou net, qui sont la capacité d'autofinancement brut et voisine de zéro, et la capacité d'autofinancement net est négative. Des charges, là encore, et là c'est un petit peu conséquent, des charges de personnel très élevées. Et en particulier, très élevées par rapport à nos ressources propres. Nos ressources propres. Quand on entend ressources propres, c'est tout ce qui vient des impôts et des taxes locales. Dans le budget, il y a 2 parties, à la fois ce qui vient des impôts locaux que nous payons tous, et à côté de ça, il y a toute une partie qu'on appelle la dotation générale de fonctionnement qui vient de l'État. Là, par rapport donc aux ressources propres, là, les charges de personnel représentent 94% de ces charges propres. Pour l'ensemble, pour une valeur plus normale de ces coûts de personnel, représente de l'ordre de 81%. Donc vous pouvez voir, l'écart est important. Enfin, là encore, on peut le voir, une dépendance forte par rapport aux dotations de l'État. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a eu le départ de Bulle. Mais en même temps que le départ de Bulle, il y a eu une modification des règles concernant les impôts, la taxe professionnelle. On a supprimé la prise en compte de la part salaire dans la taxe professionnelle. Et à ce moment-là, Louvciennes avait la chance d'avoir encore Bulle, et donc on a eu une compensation de l'État qui est très importante et qui représente de l'ordre de 2,3 millions par an. C'est quelque chose de très important. Ce qui montre que, là encore, qui a augmenté de façon importante notre dotation générale de fonctionnement, et donc, de la part de Lucienne, une dépendance forte
par rapport à ces éléments. Le dernier point que vous pouvez regarder, c'est un produit des impôts supérieur à la moyenne des autres communes similaires. Bon, alors ça pourrait... Et en fait, cette séparation relève d'un certain paradoxe. Le premier, c'est que nous avons aujourd'hui un des taux d'imposition de taxes locales, que ce soit la taxe d'habitation ou la taxe foncière, des plus bas des Yvelines. À côté de ça, eh ben ça c'est un petit peu les inconvénients de Lucienne. On a des taux, les valeurs de base, c'est-à-dire les valeurs locatives, ce qu'on appelle les valeurs locatives, qui font partie des plus élevées des Yvelines. On sait, Lucienne est une ville où c'est difficile d'acheter parce que c'est cher. Voilà, donc ça c'était un premier bilan concernant les activités, la situation sur le fonctionnement. Il y avait la même chose en investissement. Alors, des investissements. Alors, Lucienne a toujours fait des investissements, et des investissements importants. Et une part de notre endettement est liée très nettement, là aussi, à des investissements importants qui ont été faits à une période de l'année, et à une période du temps, il y a quelques années. En revanche, là, depuis quelques années, on poursuit cet investissement important, mais en fait, c'est un investissement qui n'a pas forcément été bien ciblé. Il était important, inférieur à d'autres communes similaires, mais là encore, c'était lié à notre problème d'autofinancement qui pouvait exister, et il n'était pas forcément bien ciblé. En particulier, l'étude qui a pu être faite par le cabinet d'audit a montré qu'un certain nombre d'éléments du patrimoine, en fait, subissaient un retard d'investissement et n'étaient pas forcément en bon état, n'étaient pas forcément aux normes telles qu'elles pouvaient exister. En troisième lieu, c'est que tous ces investissements ont été essentiellement assurés par des cessions. Je ne crois pas dire de bêtises, il me semble que l'ensemble des investissements de la période précédente étaient représentés à 35% par le produit des cessions. C'est quand même, 35% par le produit de cession, un certain nombre, je crois que c'était de l'ordre de 15 à 18%, si je ne dis pas de bêtises, par les subventions. Une autre partie qui était par la récupération de TVA, et en dernier lieu, et ça a été le cas à un certain moment, par l'emprunt. Et à côté de ça, il y a eu un désendettement qui était important. Je ne vais pas nier là-dessus. Il y a eu 6 millions de remboursés pendant la période précédente. Mais ces 6 millions, qu'est-ce qu'ils représentaient? Uniquement, et là je dis complètement uniquement, les remboursements classiques que chacun doit payer quand on a un emprunt. Chacun de vous, quand vous avez fait un emprunt là-dessus, eh bien, vous avez fait un certain nombre de remboursements, vous avez pris l'engagement d'effectuer un certain nombre de remboursements à des dates fixées, et donc représentant un certain montant annuel. Eh bien, la commune a fait pareil, et elle n'a fait que ça. Donc, la commune a tenu sa part, mais elle n'a fait que ça. Il n'y a eu aucune volonté d'accélérer le désendettement de manière à essayer de diminuer les frais de fonctionnement et de manière, en tant que tel, diminuant les frais de fonctionnement, de dégager une meilleure capacité d'autofinancement. Enfin, là-dessus, une des remarques, justement, qui est le corollaire de ce que je viens de dire, c'est que une remarque du cabinet Mazars a été de dire, en 2009, il y a eu des cessions importantes qui ont été faites. En fait, elles ont été utilisées, je l'ai dit précédemment, pour faire un certain nombre d'investissements et de travaux et de mise en place de nouvelles constructions et de nouveaux aménagements dans la commune. Est-ce qu'il n'aurait pas été une meilleure solution, plutôt que de faire ces travaux d'embellissement de Lucienne, qui sont très bien, mais qui là-dessus n'apportaient pas vraiment de valeur ajoutée supplémentaire, est-ce qu'il n'aurait pas été plus intelligent de consacrer l'ensemble de ces moyens à rembourser par anticipation les emprunts? Non. Alors, ça c'était le temps là-dessus. Derrière, on peut regarder sur la période 2014-2020. Quelles sont les conséquences? Et là, je vais aller un peu plus vite parce que Pierre-François a déjà dit 2 mots. En fait, nous allons subir, là, pendant les années qui viennent, des changements importants, à la fois juridiques et financiers. Le premier, et là-dessus vous avez tous entendu parler, c'est le pacte de confiance et de responsabilité.
En gros, c'est l'État qui va se dégager de plus en plus des communes. Ça, là-dessus, c'est l'État doit faire des économies. Les 11 milliards dont on a entendu parler, ça a un impact très net et très important sur les communes. En deuxième lieu, l'effet va être court. Ça va être de 2014 à 2017. Et en troisième lieu, et là-dessus, je pense qu'on parle derrière un petit peu, là, de l'intercommunalité. Non seulement, vous savez que nous avons quitté l'intercommunalité que nous avions, qui était une intercommunalité de communes que nous avions avec la 7-5 de Bougival, pour passer à une intercommunalité plus importante qui s'appelle l'intercommunalité de Saint-Germain-Seine-et-Forêt. Cette intercommunalité regroupe 10 communes, si je ne dis pas de bêtises, et s'est transformée au 1er janvier 2015 en communauté d'agglomération. Et le fait de passer en communauté d'agglomération fait que nous allons passer et nous allons avoir une fiscalité professionnelle unique. Ce qui veut dire, ça, en deux mots, c'est que toutes les taxes qui étaient l'équivalent de la taxe professionnelle, en un mot de façon très simple, ne sera plus touchée, ne sera plus perçue par la commune, mais sera perçue par l'intercommunalité. En regard, l'intercommunalité nous reversera ce qu'on appelle une indemnité de compensation qui, elle, sera fixée dans le béton. Donc, si vous voulez, ça a un impact très important. Elle ne sera pas revalorisée. Alors, cette attribution de compensation, aujourd'hui, n'est pas encore déterminée. Là, aujourd'hui, il y a un certain nombre de discussions qui sont faites au niveau de l'intercommunalité, et j'y participe, en particulier une commission qui s'appelle la CLEX, Commission locale d'économie des charges d'études transférées, et dont le travail est justement de déterminer comment seront réparties toute cette fiscalité professionnelle unique qui est versée à la communauté d'agglomération, comment elle sera reversée aux différentes communes. À la fois cette fiscalité professionnelle unique, mais également la dotation générale de fonctionnement qui est attribuée à la communauté de communes, et donc à la communauté d'agglomération. Là, aujourd'hui, aucune décision n'est prise, et aucune décision ne peut être prise aujourd'hui par le fait, justement, de cette annulation et le fait que les travaux sont en fait ajournés à cause de nous. Donc, quelles sont les conséquences pour le ciel? La première, alors c'est une baisse potentielle parce qu'on n'a pas, là encore, la réalité des coûts, mais une estimation qu'on peut faire, c'est qu'il y aura une diminution de la dotation générale de fonctionnement, non pas de 730 millions, là, mais c'est 730 000 euros. C'était 730 millions pour la commune, ça fait un petit cœur. Un petit cœur. Et c'est 12% en gros, 12% des taxes locales. Ce n'est pas l'épaisseur du trait. C'est-à-dire qu'on en reparlera derrière, et que la situation lucienne est fragile à fin 2013. Là, on l'a évoqué, un autofinancement négatif et un endettement très fort. D'où l'intérêt et l'importance de l'opération des pleins champs qui devra permettre et qui permettra, parce que maintenant là-dessus cette opération est lancée, une diminution importante de la dette qui diminuera à la fois le poids des remboursements en capital, mais aussi le poids des intérêts et donc le budget de fonctionnement. Mais en gros quand même, là-dessus, les conséquences qu'on peut avoir en tête, c'est que ça va impliquer une dégradation rapide des finances de la commune si rien n'est fait. Et là, Pierre-François l'a évoqué, si nous ne faisons rien, nous aurons un déficit de fonctionnement en 2017. Et en dernier lieu, donc, on est en délai très court, et la conséquence de tout ça, c'est qu'il va falloir agir très vite. Je vous remercie. Merci Pascal. Vous voyez que la situation est, on va dire, délicate et que nous avons déjà appelé à tout ça. Je voudrais revenir simplement sur les éléments qu'on a eus, notamment concernant la vente du foncier, et il s'agissait des logements des Goutiers.
Et je voulais vous simplement rappeler une position que j'avais eue à l'époque, j'étais dans l'opposition, où quand cette vente qui a rapporté à peu près 4 millions d'euros à la commune, a été utilisée essentiellement pour faire la place de l'église, la rénovation de la mairie et la pelouse synthétique du stade de football. À l'époque, j'avais dit il faut désendetter et il faut utiliser cette somme pour déjà désendetter, pour nous dégager une marge d'autofinancement. On m'avait dit non, ça coûte trop cher de rembourser par anticipation. Je pense que c'était important parce qu'à l'époque, on remboursait beaucoup plus d'intérêts que de capital et que là, nous allons essentiellement rembourser du capital. Donc ça, c'est un élément que je voulais signaler qui est quand même extrêmement important. Et puis le désendettement, effectivement, n'a été fait que par le jeu, comme je le disais tout à l'heure, des remboursements classiques d'une dette, comme vous avez votre logement, votre voiture, vous remboursez, vous êtes engagé à rembourser une somme donnée qui est toujours la même. Quand on veut vraiment désendetter une commune, on fait des remboursements anticipés. On utilise une partie des rentrées liées à la cession de biens immobiliers, la cession d'immobilier pour désendetter. Un autre élément, c'est que dans le choix, je vais vous donner un petit peu ma conception des investissements. Je pense que ce qui est important, c'est les investissements d'entretien. Or, nous avons à Loussienne un certain nombre de bâtiments qui vieillissent et il est très important, un bon maire doit être très attentif aux investissements des bâtiments qui vieillissent, des crèches qui ne sont pas aux normes. Donc ça, c'est très très important et ce sera notre mode de fonctionnement. Alors, cette politique donc, de désendettement, nous allons avoir une politique de désendettement volontariste. Nous avons donc, je parlais tout à l'heure du projet des pleins champs, le projet des pleins champs, c'est 8,4 millions vont servir à désendetter la commune, à gagner donc à diminuer la charge de la dette. Et puis, nous allons également, en ce qui concerne le budget de fonctionnement, continuer à faire notre chasse au gaspillage, en traquant les coûts inutiles et en renégociant tous les contrats avec les prestataires extérieurs. Alors, c'est possible, ça fonctionne. On a déjà un certain nombre de postes sur lesquels on a pu faire des économies. Moins 30% sur les frais de réception, moins 40% sur les travaux de voirie, en mettant en concurrence les différentes entreprises qui intervenaient sur la commune, à qualité constante. Et puis, par exemple, moins 25% sur les tarifs de distribution des publications municipales. Ces publications municipales sur lesquelles nous avons été beaucoup attaqués et qu'on a effectivement rénovées, mais sans augmentation de coûts. Alors, nous réduirons également d'autres charges de fonctionnement. Je vous ai parlé tout à l'heure du parking des pleins champs. 60 000 € d'économie par an en supprimant le parking des pleins champs, parking souterrain. Et puis nous allons de plus en plus, on a commencé à en parler de cette communauté d'agglomération, nous allons mutualiser des charges avec la communauté d'agglomération et nous continuerons à solliciter les collectivités, conseil général, conseil régional et l'État pour soutenir nos projets et soulager nos finances. Un autre exemple, on en a parlé tout à l'heure, effectivement Philippe, c'est la vidéoprotection, puisque nous n'avons pas mis en œuvre la vidéoprotection en 2014. En attendant, j'avais rencontré le président du conseil général qui m'a dit non, il vaut mieux attendre 2015 où nous aurons des subventions. Alors, l'indépendance, ça revient un petit peu à parler un peu du mode de fonctionnement de la commune. Moi, je pense que l'indépendance d'une commune, et c'est important, c'est pas se replier sur soi-même et c'est pas vouloir tout faire tout seul, mais c'est agir avec les autres en restant décideur. Alors, je terminerai cette chasse au gaspillage et cette recherche d'économie en mettant en place, en vous donnant une mesure que nous allons mettre en place dans tous les services municipaux, des outils de gestion et d'analyse des coûts qui soient des outils efficaces et homogènes. Alors, là je pense qu'il y a une bonne nouvelle que vous attendez, c'est que malgré cet avenir qui s'annonce quand même difficile, nous n'augmenterons pas, nous nous engageons à ne pas augmenter les taux d'imposition de la commune. Donc, moi je pense que c'est une bonne nouvelle.
de passer aux questions, je voudrais simplement revenir un petit peu sur l'actualité, et je voudrais simplement dire quelques mots sur les événements effroyables que nous avons vécus, qui ont frappé notre pays il y a quelques semaines, et sur le formidable élan de solidarité et d'unité qui l'a suivi le dimanche 11 janvier. Alors, sans m'appesantir sur les événements, sur les réactions, je voudrais simplement dire, c'est pour moi un élément important, c'est qu'en France et dans notre village, tout ce qui nous rassemble est infiniment plus grand et plus fort que ce qui nous divise. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier.